Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Raconte ta Life, je suis Quentin, l'heureux présentateur de ce podcast. Aujourd'hui on va parler cash, que vous soyez entrepreneur, aguerri, créateur ou repreneur d'entreprise, on le sait tous, la compta ce n'est pas forcément votre dada, mais pas de panique. Ici on vous dit tout de manière directe et avec le partage de cas concrets vus et vécus par nos experts qui sont avec moi aujourd'hui autour de cette table. Dans cet épisode de Raconte ta Life, nous allons aborder l'envers du décor sur tout ce qui concerne la création d'entreprise. Tous ces points qu'on peut oublier en matière de juridique, d'administratif ou de comptabilité. Mais tout d'abord, introduisons tous nos invités de cet épisode. Bonjour à tous, on va faire un rapide tour de table. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se présenter un peu en mode portrait chinois, création d'entreprise. Je vous demandais à chacun d'entre vous de donner votre prénom et puis quelle étape préférée de la création d'entreprise est-ce que vous seriez ? Bonjour Quentin, alors moi c'est Philomène, et je pense que je serais le choix de l'imposition, c'est à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. C'est déjà très... Oui mais il faut réfléchir dès le début. Un sujet très important, on a peut-être l'occasion d'en parler un peu plus. Voilà. Guillaume. Bonjour Guillaume, moi je serai logiquement la rédaction des statuts juridiques. Puisque dans la vie tu es... Juriste. Eh ben ça tombe bien, dis donc. Sylvain. Bonjour à tous, alors moi ça serait le prévisionnel. Tableau financier pour voir un petit peu quelles sont les ambitions du nouveau gérant, savoir comment se projeter sur l'avenir. C'est un élément qui reste très important, le prévisionnel, parce que typiquement, si on va chercher un financement auprès d'une banque, s'il n'y en a pas... Pour obtenir un financement, il faut avoir des chiffres précis, voir un petit peu quelles sont les charges, les produits, quels résultats on va générer. Et puis du coup, c'est ce qu'on présente aux banquiers afin d'obtenir éventuellement un emprunt. Oui, tout à fait. Top. On va commencer. Une création d'entreprise, ça démarre par justement les statuts juridiques. Du coup, quand on parle des coulisses de la création d'entreprise, Guillaume, dans le processus de création, est-ce que tu peux nous parler de comment ça fonctionne, ce que tu fais, à quel moment tu interviens et tout ça? Tout à fait. Donc, en tant que juriste, on est en quelque sorte les premiers interlocuteurs que le client va avoir en face de lui pour la création de sa société. Donc, globalement, nous, on fait un rendez-vous avec le client, soit en visio, soit physiquement, soit au téléphone, bien évidemment, en fonction de ses disponibilités. Et on va vraiment discuter et échanger avec lui sur son sujet, sur son projet de constitution de société, ce qui va permettre vraiment de lui conseiller, lui apporter un conseil sur mesure pour derrière lui rédiger donc, des statuts qui collent correctement à ses envies et à son souhait de création, tout simplement. Quand on parle de rédaction des statuts, moi je sais que très souvent quand on dit je veux créer mon entreprise, on veut créer son entreprise, on voit sur internet, on tape création d'entreprise, on voit plein de choses, URL, SARL, etc. Est-ce qu'en tant que juriste, une de tes missions, c'est d'accompagner justement l'entrepreneur pour savoir quel est le statut qui lui correspond le mieux? Tout à fait, globalement c'est le premier conseil qu'on va lui donner, puisque en fonction du choix de SAS ou des SARL, qui sont les deux principales, on va dire, formes de société que le client peut choisir, ça va jouer sur beaucoup de conséquences derrière, donc fiscales, sociales et juridiques, puisque en fonction de sa situation, on va plus lui conseiller une telle forme pour que ça engendre derrière un statut social différent, en fonction bien évidemment de ce que lui souhaite derrière au niveau de sa rémunération par exemple, ou par exemple s'il est inscrit à Pôle emploi par exemple, il va être exonéré de cotisation sociale s'il ne verse pas de rémunération. Dans ce cas-là, on va lui conseiller plutôt un statut d'SAS, du fait qu'il n'y aura pas de cotisation sociale vu qu'il sera exonéré. Alors que s'il se verse une rémunération au cours de son exercice social et qu'il n'est pas inscrit par exemple à Pôle emploi, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de partir en SARL du fait que les cotisations sociales seront moins élevées que celles d'un président de SAS. Donc globalement, la forme de société va vraiment être le premier choix global à choisir au niveau aussi de la flexibilité des statuts, puisque dans une SAS, on est plus flexible au niveau des différents articles qu'on va pouvoir mettre dans les statuts, alors que les SARL, on est plus cantonné à des articles précis et clairs qu'on devra dans tous les cas mettre obligatoirement dans les statuts sociaux. C'est quoi le risque en fait de partir en faisant une petite recherche sur internet en disant tiens, c'est ce statut-là qu'il me faut parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait pareil, et de louper quelque chose d'important, se retrouver dans le mauvais statut et d'avoir des conséquences pour son entreprise? Chaque projet, on va dire, chaque situation du client est différente, donc c'est pas la meilleure approche, on va dire, d'aller se renseigner déjà sur internet, parce qu'on va avoir un peu de tout et n'importe quoi, on va dire. Et se renseigner aussi sur un ami ou un conseiller autre qu'un réel conseiller juridique, puisque, comme je le disais tout à l'heure, chaque situation est différente, chaque projet est différent, et c'est pour ça que nous, on va être là pour vraiment accompagner le client et le conseiller pour savoir vraiment quelle forme de société va lui correspondre le mieux. Donc il n'y a pas vraiment de statut type, parce qu'on va pouvoir voir sur internet, par exemple, qu'on va conseiller toujours le statut d'SS, par exemple, parce que c'est le plus
on va dire à la mode entre guillemets comme on dit, mais globalement si si le client a une situation différente qu'un autre client qui a fait des statuts de SAS et qui va plus se caler sur un statut de SARL, dans ce cas-là on va lui conseiller plus ce statut-là en fonction de sa situation et de son projet toujours. Ok. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes éventuellement de quelqu'un qui s'est dit tiens, je me lance tout seul, je démarre mon projet, je vais prendre tel statut, et derrière il a fallu repasser, changer des choses, ou est-ce qu'il y a eu un impact ou quelque chose On a des clients parfois qui commencent à constituer tout seuls parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir y arriver. Il y en a qui arrivent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est là où le conseil est important puisqu'il y a du jargon juridique, on va dire, qui n'est pas à la portée de tous, malheureusement. Et nous, on va être là vraiment pour les accompagner. Et on a déjà eu des clients qui ont commencé à constituer une société, se sont rendus compte que les statuts qu'ils avaient sur Internet n'étaient pas forcément très bien complétés, puisqu'il y a beaucoup de choses à mettre dedans et beaucoup d'informations à renseigner, qui va en plus les concerner durant toute la vie de leur société ultérieurement. Donc ils ont constitué leur société, ils se rendent compte soit à l'étape de la formalité que ça bloque au niveau du greffe puisqu'il manque des choses et là ils sont totalement perdus et dans ce cas-là... Donc il y a un rejet du greffe et eux ne savent pas comment faire, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas démarrer l'activité parce que... ok. Ouais, tout à fait. Soit ils arrivent à valider leur formalité au greffe, sauf que derrière, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes, on va dire, au niveau de leur statut et des incohérences, qui fait que du coup on est obligé de repasser dessus. Et chaque formalité de modification statutaire, évidemment, il faut payer, bref. Donc c'est pour aussi éviter ce côté financier de repayer, on va dire, des choses, d'apporter des règlements supplémentaires et des coûts cachés, entre guillemets, sur ces formalités pour éviter, du coup, de modifications statutaires après. Ok, très bien. Ce serait quoi du coup les étapes à ne pas louper dans sa création de société? Les éléments où on se dit tiens ça, si on passe à côté, on va le payer. D'une façon ou d'une autre, payer parce qu'on parlait justement de coûts cachés, façon de parler, mais il y a sûrement d'autres choses. Je reviens toujours là-dessus, mais la forme de société c'est quelque chose d'hyper important. En tout cas, il va falloir vraiment choisir la forme qui correspond le mieux au client et à ses statuts. Si globalement, je prends un exemple totalement basique, mais si un boulanger crée des statuts en mettant boulangerie et qui fait à la fois aussi de la pâtisserie mais il l'a pas mis, il pourra pas le faire puisqu'il a pas mis du coup l'activité de pâtisserie dans son objet social. Il pourra faire que de l'activité de boulanger. Quel risque lui il prend en fait en continuant son activité mais en n'ayant pas forcément déclaré la bonne activité? Alors en pratique, on va dire, à part s'il a un contrôle demain de la chambre du commerce par exemple et de l'artisanat qui va contrôler s'il fait bien son activité que de boulangerie et pas de pâtisserie. Après, derrière, globalement, voilà. D'accord. C'est un risque qu'on prend, mais c'est quand la patrouille nous rattrape, c'est là où ça commence à coûter cher. C'est exactement ça. Ok, très bien. Philomène, Sylvain, est-ce que vous aussi, vous avez des tips ou des astuces, des choses? Enfin, pour vous, c'est quoi les éléments en fait, à ne pas louper quand on crée son entreprise? Sylvain, peut-être d'abord? Alors, une chose importante, ça va être le dépôt du capital. Ok. Le dépôt du capital, en fait, lorsqu'on crée une société, on définit un capital affecté à la société. Généralement, il varie entre 1 euro et 1000 euros globalement. Et ce dépôt, il doit être effectué sur le compte bancaire professionnel. D'accord. Et si ce dépôt n'est pas effectué, on ne pourra pas bénéficier du taux réduit d'impôt société à 15%. C'est-à-dire qu'une société, forcément l'impôt société, elle va payer de l'impôt et le taux d'imposition varie entre 15 et 25%. D'accord. Et si le capital est libéré, on a un taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 euros. D'accord. Donc je crée mon entreprise, une des choses que je dois faire, c'est créer un compte professionnel pour cette entreprise et après déposer le capital sur ce compte. Tout à fait. Ok. Sinon, pas de taux réduit. Et on a déjà eu des surprises comme ça où au moment du bilan, on arrive et le client n'a pas déposé son capital et donc du coup, on est sur une imposition à 25% et non pas 15%. Et ça fait mal. Très bien. Philomène? Comme il a dit, le compte bancaire professionnel, c'est obligatoire. Ouais. D'accord. Il faut absolument. Mélange pas. Il faut séparer quand même son compte personnel j'imagine, en cas de problème. Ouais, je rebondis aussi sur ce que disait Sylvain, du coup, sur le dépôt de capital. Il est aussi obligatoire pour constituer sa société. C'est-à-dire que si on ne dépose pas un minimum de capital social en fonction du montant qu'il souhaite déposer, on ne peut pas déposer en fait la formalité auprès du greffe et ne pas constituer la société. D'accord. Voilà, le capital doit quand même être déposé sur un compte bancaire pour avoir une attestation de dépôt de fonds qui va nous permettre de finir la rédaction des documents et déposer la formalité au greffe. D'accord, donc ça reste aussi un document essentiel dans la création. Donc, ok, on peut aller jusqu'au bout. L'importance de faire la constitution chez nous directement. Comme ça, aucun souci. Surprise. Pas de surprise. Autre chose, Philomène? Chose importante aussi à la création, c'est de vérifier une fois que la société est créée qu'il y ait bien
tout cas pour les travailleurs non salariés, qu'il y ait bien une affiliation sur les caisses comme l'URSSAF pour les cotisations sociales. Pour pas avoir de surprise après, pour bien être affilié dès la création de la société. D'accord. Tous les créateurs d'entreprise Alors, s'ils sont en EURL ou EI aussi, SARL, pour être en statut de travailleur non salarié. En fait. Et, du coup, ils prennent de la rémunération et ils payent leurs cotisations dessus. Et pour ne pas avoir de surprise plus tard, il faut s'assurer de bien avoir été affilié. Normalement, ça suit tout seul à la création, mais on a déjà eu des fois des surprises. Quand on dit ça suit, ça veut dire que dans le processus normal de création, il n'y a pas besoin d'une action supplémentaire ou est-ce que ça nécessite quand même qu'on s'inscrive spécifiquement sur quelque chose? Je pense que c'est la création qui fait que... Tout à fait. En fait, lorsqu'on crée notamment le URL, puisque l'URL, du coup, le gérant sera majoritaire automatiquement, vu qu'il sera le seul associé. Nous, quand on va créer la société, on va devoir faire un volet TNS, donc l'inscrire en tant que TNS, du coup. Et après, aujourd'hui, c'est le guichet unique sur la plateforme sur laquelle on dépose, du coup, l'ensemble des formalités de constitution. Et derrière, le guichet unique va retransmettre, du coup, à tous les organismes publics la formalité de constitution, donc au greffe, à l'INSEE, et également, du coup, à l'URSSAF pour son affiliation en tant que TNS. Ok, et donc le guichet unique, c'est cet élément que le gouvernement a mis en place il y a quelques temps, finalement c'est assez récent, qui est censé donc centraliser l'intégralité des informations pour, comme tu dis, les répercuter, puisqu'avant, il fallait transmettre aux différents acteurs, ce qu'avant c'était chaque création d'entreprise, suivant l'activité, la région, etc., c'était un interlocuteur différent, correct? Tout à fait. Le greffe, dans tous les cas, c'était là où on déposait la constitution. Et ensuite, il y avait, par exemple, si l'activité était plus artisanale, il fallait aussi se référer donc, à la chambre du commerce et des métiers, à la chambre d'artisanat et des métiers, de sa région. Ouais. Tout à fait. Donc, on a essayé d'optimiser un petit peu quand même administrativement. Il y a quelques efforts qui sont faits. Il y a peut-être encore un peu de travail, mais en tout cas, il y a une partie qui commence à être un peu plus facile. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour éviter les tracas quand on crée son entreprise? Est-ce qu'il y a, un petit... je parle beaucoup de tips durant cette émission. Est-ce qu'il y a peut-être un autre point ou quelque chose où on se dit ça, celui-là, il faut vraiment l'anticiper? Puisque si on ne s'en occupe pas en fait tôt, si on ne prend pas la mesure de l'importance de ce point-là, finalement on va le payer. Donc on me disait tout à l'heure, on avait des exemples après la première année d'exercice ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça où on se dit ok, celui-là il faut vraiment faut l'anticiper? Sylvain. La création du compte impôt.gouv. Là c'est quelque chose de très important parce que ça va être le moyen de communication avec les impôts tout au long de la vie de la société. Et puis là aussi on va renseigner le compte bancaire. Donc nous quand on fait les bilans, on va faire des télédéclarations, soit de TVA, soit d'impôt société. Et il faut savoir que du coup, si ce compte n'est pas créé et que l'on n'a pas affecté le compte bancaire professionnel de la société sur ce compte, on ne pourra pas faire les télédéclarations. Et ça nous est déjà arrivé au moment du bilan, un client qui n'est pas très carré, on est vraiment en termes de délai, on est très juste. On se retrouve à envoyer la déclaration au dernier moment. Et celle-ci est refusée parce que du coup, le client n'a pas fait les démarches en amont de création de compte et d'affiliation de son compte impôt.gouv. Et dans ces cas-là, la pénalité, c'est? La pénalité, ça peut monter 10%. 5 ou 10%. 5 ou 10%. Ça peut monter jusqu'à? Ça veut dire qu'il y a quand même une gradation? Entre 5 et 10%, ouais. D'accord. C'est qui prend la décision, c'est 5 ou 10%? Sur les impôts, après je ne sais pas exactement, mais ça peut faire très mal. D'accord. Parce qu'on peut se retrouver avec des sociétés qui vont payer, je dis une bêtise, 20 000 € d'impôts. Et du coup, un retard à 10%, ça fait 2 000 €. Donc c'est significatif. Si on est sur les débuts d'exercice, ça peut faire mal. Et puis, maintenant, on a la messagerie sécurisée. Messagerie sécurisée qui se retrouve aussi sur le compte impôt.gouv, qui, elle, doit être activée au tout départ. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est assez fastidieux comme démarche, puisque on va demander la création de la messagerie sécurisée, et on va recevoir un code 15 jours plus tard par la poste pour activer cette messagerie. Donc voilà, les joies de l'administration. Et donc du coup, justement, si on ne fait pas ça dès le départ... le jour où on a un problème, 15 jours c'est long. Oui, on peut oublier quand on peut oublier, alors on peut les appeler. Mais d'accord. C'est surtout que la plupart des SIE maintenant ne veulent plus répondre aux mails. Exactement. On ne peut plus leur envoyer de mail et ils ne veulent pas le SIE, sans des impôts des entreprises. Voilà. Okay. Mais du coup, effectivement, on ne peut plus, on a des adresses mail, alors soit on reçoit des messages comme quoi il faut passer par la messagerie. Ouais. Et quand vous avez un problème et qu'ils vous dites qu'il faut 15 jours à 3 semaines pour activer, en fait...
C'est long. Enfin, c'est long, quoi, et on C'est perd très long. encore du retard. Et eux font ça aussi parce que de leur côté, moi, ce matin, j'ai eu les impôts au téléphone, ils ont l'historique des échanges. D'accord. Alors qu'une boîte mail, bah, c'est propre à une personne chez eux. Tandis que là, au moins, sur la messagerie sécurisée, bah, ils ont tout l'historique des réclamations qui a pu être faites. D'accord. Bon, c'est intéressant comme point de se dire que lors de la création d'entreprise, il faut surtout ne pas négliger la communication avec les impôts. En même temps, ça paraît logique maintenant qu'on le dit. C'est logique, Mais c'est vrai que quand on est en phase de création d'entreprise, c'est pas le premier truc qu'on a envie de penser quelque part. C'est plutôt, tiens, comment je vends mon produit, comment je fais de la clientèle, comment je fais de ma production, comment je... Philomène, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, un type ou quelque chose pour toi, un des éléments qui est Pour moi, sous-estimé? des éléments primordiaux, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le mémento fiscal, qui est la fiche d'identité fiscale de la société, avec sa date de début, son type d'imposition, son type de TVA. Et ça, le mémento, alors on a quand même beaucoup de clients des fois qui nous disent ne pas l'avoir, alors soit ils ne l'ont pas reçu, soit perdu dans la communication différente qu'ils ont pu avoir, ça s'est égaré. Et l'activation de la messagerie, c'est le seul moyen de le récupérer. D'accord, ok. Donc souvent on leur dit, et s'ils ne l'ont pas, activez bien votre messagerie pour récupérer ce mémento, pour être sûr d'avoir la bonne typologie fiscale pour la société. D'accord, ok. Parce que c'est un récap en fait de toutes les informations. Savoir quel régime d'impôt, quelle structure juridique, quel régime de TVA. Enfin, c'est beaucoup de choses qui vont nous permettre de vérifier nos infos. Et la date de début, puisqu'effectivement, des fois, il peut y avoir un jour ou deux entre le cabis et le mémento. D'accord. Et ce qui est valable, c'est la date sur le mémento. Ok, très bien. Sinon, il y a rejet. Guillaume, ton côté, tu devais peut-être reprendre un point. Si, il y a un point, ce serait chaque société en fait a une dénomination sociale, donc c'est vraiment le nom qui va être pour la société. Et comme il y a des centaines de milliers de sociétés créées en France aujourd'hui, globalement, on peut avoir des fois les noms communs, on va dire. Certaines sociétés, du coup, ont déposé leur marque sur le nom, c'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui peuvent utiliser leur marque, des fois sur une géolocalisation précise, des fois sur une activité précise. Et dans ce cas-là, c'est à nous aussi de conseiller aux clients en amont, on va regarder notamment sur les sites de l'INPI, voir si des marques sont déposées sur le même secteur géographique ou même secteur d'activité, et du coup leur déconseiller de prendre ce nom-là puisqu'il y a déjà une marque déposée. Donc voilà. Inversement, s'il n'y a pas de marque déposée, on peut leur conseiller de déposer cette marque justement pour qu'ils aient l'exclusivité de cette marque. Ce qui fait que derrière, ça éviterait toute assignation en justice d'une autre société, du fait qu'il y ait une sorte de concurrence entre les sociétés qui porte à confusion pour les différents clients de ces deux sociétés. Donc on peut leur conseiller de déposer une marque globalement sur cette dénomination sociale. C'est fréquent ce genre de choses, ça arrive assez souvent, ou c'est vraiment, parce que de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit arriver quand quelqu'un s'aperçoit que finalement, bah mince, dans la ville d'à côté, il y a quelqu'un qui a la même activité ou très proche, et qui aurait un nom qui est très similaire. Je sais que j'ai vu le jour à un moment une sorte de logo qui était qui était pareil. Ça arrive souvent, ou est-ce que c'est plus pour préparer l'avenir, ou en tout cas se protéger au cas où il se passe quelque chose? Ouais, c'est plus c'est de la prévention, on va dire, puisque c'est déjà arrivé au final qu'une société crée sa société avec une dénomination sociale classique, que derrière, quelques mois plus tard, une autre société crée une société avec la même dénomination sociale, et c'est cette société-là qui va déposer du coup une marque. Et du coup, va assigner l'ancienne société qui a été créée avant en justice puisqu'elle a la même marque. Et du coup, c'est la société créée avant qui a dû changer du coup sa dénomination sociale puisque du coup, elle n'avait pas déposé sa marque. Ah oui. Donc c'est un peu des fois le premier arrivé, premier servi. Donc c'est pour ça qu'on peut des fois conseiller, si vraiment le client est vraiment fan de sa marque, etc., et veut vraiment la déposer et avoir l'exclusivité, on peut lui conseiller. Bien sûr, tout ça, ça a des coûts toujours, bien évidemment, parce que tout n'est pas gratuit. Il faut que le client aille sur l'INPI, déposer sa marque et remplir un formulaire, règle l'INPI, et derrière, la marque lui est propre. Ok. Très bien, merci beaucoup. Ça fait quand même déjà pas mal de points en fait où on se dit tiens, je vais créer mon entreprise, je vais aller vite fait sur le site des impôts, créer quelque chose, remplir 2-3 formulaires, mais en fait ça marche pas du tout comme ça. Il y a effectivement beaucoup de points qui ont l'air un peu plus compliqués qu'on ne le pense. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. J'espère que maintenant, en tout cas, la création d'entreprise n'a plus de secret pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à laisser des likes, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci aussi à nos experts qui sont venus témoigner aujourd'hui. Et à très bientôt sur tous nos réseaux.